Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici dans la salle des conférences du Sénat. Pendant la crise sanitaire du coronavirus, toutes les équipes de Public Sénat se mobilisent pour vous faire vivre les travaux des sénateurs qui contrôlent l'action du gouvernement. Et ce matin, les sénateurs vont auditionner les membres du conseil scientifique, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy et puis Emril Hoang, spécialiste des nouvelles technologies. Alors ce conseil scientifique, il a été créé au début de la crise sanitaire par le président de la République Emmanuel Macron. Les experts qui en sont membres sont chargés de rendre des avis sur les divers aspects de cette crise sanitaire. Et ce matin, les sénateurs vont les interroger sur les mesures de traçage numérique qui doivent permettre d'enrayer l'épidémie, notamment pendant la période de déconfinement. On sait que le gouvernement travaille actuellement sur une application de traçage numérique qui dirait à ses utilisateurs s'ils ont croisé ou non des personnes infectées. Une application sur la base du volontariat, mais qui inquiète certains sénateurs soucieux de préserver les libertés individuelles. L'audition du conseil scientifique, c'est tout de suite. Des services de réanimation et donc de faire que le système de soins puisse tenir le choc par rapport à l'afflux du nombre de personnes entrant en réanimation. Et deuxièmement, et donc ça, je dirais que les éléments sont plutôt, on est plutôt dans le bon sens en ce moment, vous le savez, c'est à la fois vrai dans l'Est de la France, c'est vrai en région parisienne, et les chiffres que nous avons montrent qu'il y a une décroissance, non pas en termes de mortalité, c'est là où est la complexité, puisqu'il y a un décalage entre un moment où on rentre en réanimation et un moment où malheureusement on peut décéder. Mais donc les chiffres de mortalité sont là, tous les jours, vous les avez, ils ne bougent pas, et ils ne vont pas encore bouger pendant une dizaine, une quinzaine de jours. Et néanmoins, nous avons déjà, sur les modèles que nous avons, une anticipation et de la vie en vrai, hein, c'est pas seulement les modèles, mais d'une baisse très régulière du nombre de personnes qui vont rentrer en réanimation dans les semaines qui viennent, pour aboutir finalement à quelque chose de beaucoup plus stabilisé, qui permettra d'ailleurs de s'occuper aussi des personnes Covid négatives, puisque vous savez qu'on est très inquiet d'une certaine mesure de la comorbidité qu'il va y avoir avec ce qui n'est pas Covid, hein. Et il faut avoir cette vision de santé globale qui est vraiment très importante. Le deuxième objectif, alors pourquoi j'ai démarré là-dessus? Parce que le deuxième objectif du confinement, c'est aussi dans une certaine mesure de ralentir l'épidémie et de faire qu'on se trouve à la sortie du confinement avec un niveau de vitesse de renouvellement de l'épidémie que vous savez on mesure par cet indice qu'on appelle le R0, c'est-à-dire la capacité d'une personne infectée à infecter d'autres personnes, et qu'on fasse nettement baisser le R0, justement pour qu'on puisse se trouver à partir de la mi-mai dans des conditions qui permettraient d'avoir une stratégie de type à la coréenne, hein, c'est-à-dire avec tous les outils dont on va parler après. Alors que savons-nous sur est-ce que nous avons pu faire baisser ou pas avec le confinement cette vitesse de l'épidémie? Et les réponses sont plutôt oui. C'est-à-dire qu'on est parti d'un R0 début mars qui était à 3,4 ou à 3,5, qui était essentiellement lié, je vous rappelle que la France aurait pu se trouver à peu près dans la situation de l'Allemagne, mais qu'on a eu malheureusement l'épisode de Mulhouse qui a complètement fait disséminer le virus, hein, sinon on serait probablement dans les conditions de l'Allemagne actuellement, et qui a fait exploser, entre guillemets, on a eu les deux clusters à la fois de Mulhouse et de l'Oise, mais l'Oise avait été en partie contrôlée, mais c'est surtout Mulhouse, et on est parti donc avec une dissémination très générale, un taux de R0 très élevé, variable selon les régions, pour des raisons d'ailleurs qu'on ne comprend pas bien, hein. J'ai toujours pas compris pourquoi le Sud-Ouest, en dehors du foie gras et du Bordeaux, était à ce niveau-là de R0 relativement faible. Et donc le confinement a fait baisser, entre guillemets, ce R0. Alors qu'est-ce qu'on anticipe? J'ai évidemment pas les chiffres, on ne prédit pas l'avenir. Mais nos modèles et les modélisateurs jusqu'à maintenant se sont pas beaucoup trompés, malheureusement. Moi, je pensais qu'ils allaient se tromper plus et que la réalité serait plus favorable, mais ils ne se sont pas beaucoup trompés. Montre qu'on pourrait obtenir un R0 de l'ordre de 0,7 à peu près, c'est-à-dire avec une baisse drastique du nombre de nouvelles contaminations. Donc ensuite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, parce que c'est la question qu'on nous pose, ok, tout ça c'est bien gentil, mais finalement, quand va se rouvrir doucement
une sortie de confinement, il va y avoir combien de nouvelles, on peut estimer à peu près à combien de nouvelles contaminations vont survenir chaque jour en France. Puisque en fonction du nombre de nouvelles contaminations, vous comprenez bien que les outils qu'on va mettre en face pour essayer de tracer ces nouvelles contaminations, pour essayer à la fois de les tracer, d'isoler, etc., on y reviendra, et bien évidemment, le quantitatif a quand même une certaine idée. Alors, nous n'avons pas les chiffres. Nous n'avons pas les chiffres et c'est extrêmement difficile de les avoir. Alors, on a des chiffres théoriques, je vais vous en parler un tout petit peu. Et puis, comment peut-on calculer le nombre de contaminations? Il faut les mesurer, hein. Et vous savez que jusqu'à maintenant, nous n'avions pas suffisamment de tests pour les mesurer. C'est la très grosse différence par rapport à d'autres pays. Deuxièmement, on peut les théoriser, les calculer avec les modèles. Et puis troisièmement, on peut les calculer à partir des personnes qui rentrent en réanimation. C'est-à-dire ça, c'est du solide. On compte les personnes qui rentrent en réanimation. Et vous voyez bien que pour rentrer en réanimation, il faut avoir été infecté. Et donc, il y a une sorte de ratio entre le nombre de personnes qui rentrent en réanimation à un temps donné et la population dont ils sont issus, qui est la population sur laquelle, finalement, il y a eu, c'est le nombre de nouvelles contaminations, en sachant qu'on admet qu'il y a à peu près X% qui rentrent en réanimation. Donc tout ça pour dire qu'on part avec quelque chose d'encore qui n'est pas totalement consolidé, hein, et il faut vraiment très faire attention à ce que je vais vous dire, mais qui est plutôt de l'ordre de 10 000 ou de 15 000 nouvelles contaminations qui seraient en train de tourner à partir de la mi-mai ou de la fin mai. C'est-à-dire, je dis cet ordre d'idée pour vous montrer que ensuite les outils qu'il faut mettre en face pour à la fois dépister, isoler, trouver les contacts, eh bien ces outils doivent être adaptés en termes opérationnels à peu près à ce chiffre. Alors, si mon modélisateur était avec moi aujourd'hui, il pousserait des cris en disant « mais pourquoi tu leur dis tout ça ? Il faut faire très attention, etc. » Mais je comprends bien qu'il faut à un moment donné quand même se mouiller un peu pour qu'on essaie tous d'avoir un petit exercice d'intelligence et de compréhension sur qu'est-ce qui va être possible ou pas possible. Si je vous annonçais qu'il y avait 150 000 nouvelles contaminations chaque jour en France à partir de mi-mai, tout le numérique du monde, ça ne le ferait pas. Hein. Bon, voilà. Alors, c'est sur la période de sortie du confinement. C'est-à-dire c'est sur une période, mettons, de mi-mai, hein, et c'est sur une période de jours, hein, c'est par jour. C'est par jour. Oui, par jour. Oui, c'était le sens de ma question. Oui, voilà, c'est par jour. Par jour. Donc, vous voyez que quand on dit que l'épidémie s'est réduite, elle s'est réduite, mais elle est loin d'avoir disparu. Alors après, il y a beaucoup d'inconnus. Hein. Ça, c'est le modèle. Bon. Après, il y a l'été qui arrive. Bon, quand on regarde l'histoire des grandes épidémies, elles se sont toutes calmées à l'été. Et elles ont toutes, en partie, repris en septembre. Hein, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien. Il y a des relations avec le climat, avec l'humidité qui existent. Et puis surtout, il y a de très grandes disparités. C'est-à-dire qu'on va sortir mi-mai. Ça, je vous ai donné un chiffre global pour la France, hein, une supposition. Mais évidemment, le nombre de nouvelles contaminations va toujours demeurer plus important en région parisienne, parce qu'on était parti de plus haut et on va descendre, ok, mais on restera plus haut. Et toujours dans le sud-ouest, qui lui a bénéficié d'un taux initial qui était plus bas, il a été confiné, donc le taux descend encore plus bas, et donc ils vont avoir une vitesse de virus qui va être de renouvellement du virus qui va être plus faible. Tout d'ailleurs au passage, des questions qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais que fait-on aussi au moment de la sortie du confinement sur les questions de communication interrégionale, hein. Donc voilà, voilà en gros ce que nous allons avoir à ce moment-là. Deuxième élément, et qui ne relève pas du numérique, mais que je tiens à vous faire part de cela, j'ai 3 points, puis après je laisserai la parole à Émeric. Le deuxième élément, c'est que quelle population nous allons avoir devant nous quand nous allons sortir du confinement? Eh bien, on peut, de façon extrêmement schématique, diviser la France en 3 parties. Premièrement, les personnes qui sont les plus à risque de développer une forme grave. Ça va rester. Hein,
ce sont les personnes les plus d'un certain âge, disons, dans laquelle d'ailleurs je suis. Hein. C'est donc au-dessus de 65 ou de 70 ans. Ce sont les personnes qui ont des affections de longue durée, qui ont des multipathologies, insuffisance respiratoire, cardiaque, etc., enfin les ALD. Et puis ce sont des sujets jeunes, ayant une pathologie, mais aussi obèses, puisque vous savez que c'est un facteur de gravité pour les formes graves. Alors tout ça, ça fait 18 millions de personnes. Donc de toute façon, numérique ou pas numérique, nous avons, à la sortie du confinement, 18 millions de personnes qui sont à risque d'être contaminées et de continuer à développer une forme grave. Donc ces 18 millions de personnes, ce n'est pas un scoop, eh bien on continuera le confinement. Dans des conditions, pour combien de temps, je ne sais pas, en attendant qu'on trouve peut-être un médicament préventif, mais il faudra poursuivre le confinement parce qu'elles sont à risque de développer une forme grave. Deuxièmement, il y a les 50 millions de Français plus jeunes, beaucoup moins à risque de développer, finalement pouvant faire un Covid dans des conditions, je dirais, tout à fait raisonnables, qui posent la question de la remise dans une certaine forme d'activité, et avec le questionnement plus particulier des plus jeunes, qui est une question qui est un peu à part. Puis il y a une troisième population, qui est environ 1 million de personnes, qui sont les SDF, les personnes en grande précarité, un certain nombre de migrants sur lesquels on a très peu de données. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de notes concernant ces populations les plus fragiles, mais somme toute on a très peu de data. Si vous me demandez la prévalence du Covid dans ces populations, il n'y a aucune bonne étude actuellement qui permet tout à fait de le réaliser. Bon. Donc alors, les questions qui vont se poser lors de la sortie du confinement, vous voyez bien que déjà on a 17 à 18 millions de personnes qui sont en jeu. Or, dans ces personnes, et je vais retomber sur mes pieds par rapport au numérique, il y a les personnes âgées. Et j'entendais tout à l'heure avec raison la présidente de la CNIL, j'avais une oreille qui était comme ça, mais c'est une des choses qu'avait aussi dit le CCNE depuis longtemps. N'oublions jamais qu'il y a en France 18% de personnes qui sont hors du numérique, mais il s'avère que parmi ces personnes, il y a justement les personnes les plus âgées, et les personnes justement migrantes et SDF, qui sont donc, il y en a une partie qui va être déjà confinée pour des raisons de précarité, de risque médical plus important. Alors maintenant, comment, avec ce que vous avez, est-ce qu'on a une idée finalement sur, ok, mais on sort de là avec quelle est la fraction de Français qui a déjà été contaminé par le Covid quand on va sortir du confinement. Et bien là, vous savez, on n'a que des données très, très préliminaires, mais je pense qu'elles sont maintenant assez solides. On est capable de mesurer avec des nouvelles sérologies, c'est-à-dire c'est pas le diagnostic de Covid, mais c'est la recherche d'anticorps, comme un sérodiagnostic de rubéole ou d'hépatite, et on est capable de distinguer des personnes séropositives pour le Covid et séronégatives. Et ces tests sont en train d'être finalisés, mais on a démarré à 0 test début mars. On tourne actuellement à 3 ou 4 000 tests, on est encore avec des tests de Pasteur ou de certains laboratoires, je dirais de recherche, mais il y a beaucoup de tests commerciaux qui sont en train d'arriver, ils sont en train d'être évalués, je n'ai pas de doute, certains d'entre eux vont très bien marcher, et donc on pourra avoir des plateformes d'ELISA de l'ordre de 200 000, 300 000 tests par jour, hein, qui permettront de faire des sérologies. Et on a cru, et j'ai cru, pendant il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, que ça allait être un élément fondamental, qu'on serait capable de distinguer les séropositifs protégés et des séronégatifs non protégés. Et vous allez voir que je vais vous donner un grand bémol, ce qui montre bien que sur les technologies, il faut faire attention. Le bémol, il est premièrement que quand on regarde dans des populations qui ont déjà été vis-à-vis de la première vague, comme l'Oise, ou comme l'Est de la France, mais c'est vrai également de premières données chinoises ou des premières données italiennes,
on a un taux d'immunité populationnelle qui est de l'ordre de 10-12% maximum. Donc ça veut dire que la première vague n'a finalement contaminé qu'une fraction relativement limitée et qu'on ne peut pas compter dessus, je dirais, en termes de protection. Le deuxième élément, c'est que, et qui est encore plus complexe, hein, et qui montre qu'il faut être vraiment, ce virus, c'est une vacherie. On est même en train de se poser la question, si quelqu'un qui a fait un Covid et qui est séropositif, il est véritablement si protégé que ça. Et si on n'est pas en train de se tromper complètement en disant séropositif Covid protégé, eh bien il y a maintenant une série d'éléments qui suggèrent qu'il y a peut-être un réservoir pour ce virus, qu'il y a des phénomènes de réactivation qui peuvent arriver, et que la notion simple, qui était de bon sens, que j'ai eue il y a 15 jours, 3 semaines, mais sur laquelle je pose un élément de réserve, de dire, eh bien non, finalement nous ne savons pas si réellement le fait d'avoir des anticorps est un élément absolu de protection. Vous voyez, les Allemands veulent développer un passeport séroplus, hein, en disant, je sais pas, la population, les gens qui sont séroplus, ils sont tranquilles. Eh bien, on est nous-mêmes avec un point d'interrogation là-dessus, et on ne va pas le résoudre tout de suite. Donc, c'était juste un signal d'alerte générale pour vous montrer que il faut être véritablement très, très prudent. Donc voilà, alors voilà les éléments que je vous ai mis sur la table, ce que nous allons avoir finalement. Donc un virus qui va tourner, mais de façon nettement plus ralentie que ce que nous avions, des disparités selon les régions, une immunité populationnelle qui va être relativement faible, une signification, une interprétation des tests anticorps qui ne, contrairement à ce qu'on pensait, alors qu'on aura tous les outils pour le faire, parce que là, autant on va arriver à peu près à 100 000 tests diagnostiques par jour en termes de PCR-RT pour le diagnostic, autant en termes d'anticorps, on pouvait passer à beaucoup plus. Alors, finalement, et je vais laisser la parole à Emeril pour la suite, il est clair que dans cette période de déconfinement, on ne veut pas passer du noir au blanc, mais on va passer, ça va être extrêmement progressif, et on va passer du noir au gris foncé. Et pour passer au gris grisé, il va falloir du temps. Et je pense que notre vision, elle est à 2 mois, de l'ordre du 15 juillet, puis que, bon, il peut se passer des choses et qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Donc, il y a une vision de step by step. Le deuxième élément, c'est que on est quand même, avec les chiffres que je vous ai donnés, dans quelque chose qui doit être pris avec beaucoup de prudence, mais qui suggère que on est avec des chiffres qui permettraient d'avoir une stratégie à la coréenne, c'est-à-dire avec l'utilisation d'un testing des patients qui ont le moindre symptôme, ou même qui demandent à être testés, en disant « je crois avoir été dans le métro en présence de telle personne, etc. Je demande à être testé ». Il va falloir tester. C'est clair de façon très large. On peut inversement, j'entends parfois certains qui disent « il faut tester la population française ». Non. Il n'y a pas un pays qui est capable de tester 68 millions de personnes, c'est pas faisable. Il faudrait le répéter en plus, hein. Donc ce n'est pas faisable. Mais il faut être extrêmement large sur les indications du testing, hein. Et donc, on sera probablement au début mai à 100 000 tests PCR par jour. Il faut même peut-être encore augmenter, donc se donner toute la mécanique et la mécanistique opérationnelle qui est majeure, hein, on parle toujours du numérique pour le tracing. J'insiste, mais je pense que Emeril vous en parlera. Il y a le numérique pour le rendu des résultats. Comment rend-on 100 000 résultats par jour? Moi, je ne sais pas faire, hein. C'est le boulot de Jean Castex, hein, mais il a vraiment du boulot, parce que comment on rend 100 000 résultats par jour pour à la fois les individus, c'est un résultat, il faut qu'il y ait une signature, hein, d'un biologiste qui signe le résultat, il faut que ça soit rendu à la personne, et il faut que ça soit rendu au niveau national pour qu'on ait une idée de ce que devient l'immunité populationnelle ou le nombre de nouveaux infectés, puisque c'est une chose que nous n'avions pas en France jusqu'à maintenant. Donc vous voyez qu'il y a des contraintes
Et dans l'avis 6 qu'on sortira dans les semaines qui viennent sur les stratégies de déconfinement, on ne peut pas sortir du déconfinement s'il n'y a pas un certain nombre de prérequis majeurs qui doivent être là, et qui sont des prérequis techniques et opérationnels. Hein. Le reste, c'est du vent. Hein. Si on n'est pas capable de mettre ça en point, c'est vrai pour le numérique, c'est vrai pour les autres points. Bon. Et puis alors, par ailleurs, et je laisse la parole à Émeric, on a qu'est-ce qui a été fait réellement en Corée, le fantasme un peu de la Corée, qui pourrait suggérer au grand public que, voilà, avec le numérique, on va tout régler. La réponse est non. La réponse est non. La Corée, bien sûr, a utilisé le numérique, mais le tout numérique qui n'a été utilisé que finalement essentiellement sur Singapour. En Corée, ils avaient une armada, une brigade de 20 000 personnes qui était là pour traquer, entre guillemets, immédiatement aller repérer la personne, traquer ensuite, avec l'outil numérique en partie, les contacts, prendre cette personne, regarder son statut, regarder si elle pouvait rester en famille ou si elle pouvait ensuite aller, si elle devait être isolée. C'est-à-dire c'est de l'humain qu'il y a derrière. Bon, ça, nous ne l'avons pas en France. Hein, c'est-à-dire que si on veut utiliser le numérique, il faut qu'il y ait cette brigade, entre guillemets, on peut l'appeler autrement, hein, une plateforme, etc. Nous ne l'avons pas en France. Et si on ne l'a pas en France, ça ne marchera pas. Et il faut pas croire que l'histoire du numérique va tout. Émeric peut-être nuancera mes propos, mais je suis là pour vous donner mon impression. S'il n'y a pas de l'humain, et c'est plutôt rassurant quand même, hein, s'il n'y a pas cette force humaine qu'on est capable de mettre en place, ça ne le fera pas. Et on va se planter. Hein. Et il ne faut pas croire que c'est avec le numérique qu'on va tout avoir. Donc j'insiste là-dessus, parce que l'interprétation de ce qui a été réalisé en Corée, il y a un peu du fantasme, mais ils avaient de l'humain. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup. Je voulais vous donner le paysage. Je vous remercie beaucoup. C'est toujours passionnant d'avoir un exposé synthétique qui repose sur la description des principales problématiques. Et j'apprécie que vous ayez commencé et conclu par cette mise en garde. Un dispositif aussi intelligent soit-il ne peut pas réussir tout seul. C'est un ensemble de mesures qui nous permettent d'encercler l'épidémie et de la réduire. Donc, je pense que le moment est venu de donner la parole à Monsieur Wang. Monsieur Wang, vous avez donc la parole pour atterrir sur le sujet du numérique, mais enfin, le paysage est déjà bien tracé. Merci Monsieur le Président, bonjour à tous. Oui, pour venir en écho et en complément des propos du professeur Delfraissy, je voudrais préciser les choses suivantes. Donc, le numérique aujourd'hui, tel que moi je l'entends dans la réponse sanitaire et de santé publique à cette crise et à cette épidémie, c'est, comme l'a dit le professeur Delfraissy, un outil qui vient en appui des forces humaines, des professionnels de santé, pour qu'ils puissent faire correctement leur travail et accomplir leur mission, compte tenu de deux caractéristiques de virus, comme nous l'avons tous compris, sa virulence et sa vitesse. Et donc le numérique vient aider ce que humainement c'est très difficile à faire, c'est-à-dire qu'il vient permettre aux humains d'aller vite et de le faire dans des volumes considérables. Donc sur tout un parcours d'accompagnement et de sanitaire et de santé, aujourd'hui, au ministère de la Santé et puis dans tous les hôpitaux publics, privés, il y a énormément d'initiatives qui ont émergé et qui ont été mises sur le terrain. Une que je peux citer, si je reprends le parcours, la première, c'est que quand vous avez des symptômes, que vous ne savez pas si vous êtes éventuellement positif, c'est de pouvoir en fait être orienté, pouvoir décrire vos symptômes et être orienté. Donc typiquement, la numérique permet de pallier à quelque chose qui ne marcherait pas. Si tout le monde appelle le SAMU ou les pompiers ou son médecin pour qu'il y ait un échange humain sur les symptômes, ça ne passe pas à l'échelle, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui a été fait par exemple ? Il y a un consortium d'acteurs privés et publics qui a mis au point un questionnaire d'orientation, très bien fait, que le ministère de la Santé à regarder avec les professionnels, à valider, à pousser à tout le monde. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez, quand vous avez des symptômes, que vous allez sur maladiecoronavirus.fr, vous allez avoir sur votre mobile ou sur votre ordinateur à répondre à une trentaine de questions. Et à la fin,
ça vous permettra d'avoir un conseil très précis sur est-ce que vous devez appeler tout de suite le 15, est-ce que vous devez contacter votre médecin traitant ou est-ce que vous devez simplement surveiller l'évolution de vos symptômes. Pour ça, le numérique il permet de pallier à ce besoin à la fois de vitesse, d'accessibilité et de volumétrie, et permettre d'ailleurs aux personnes qui ne vont pas être à l'aise avec un tel système, de, elles, pouvoir accéder par téléphone à quelqu'un parce que le service téléphonique ne sera pas saturé. Donc, typiquement, ce questionnaire d'orientation, il est sur le numérique, mais il est aussi accessible par le numéro vert qui a été mis en place par le gouvernement, et il est accessible qui va vous dérouler le même questionnaire, hein, tout ça est harmonisé. Voilà. Et donc, une fois qu'on a cette orientation, vous avez la question, effectivement, de l'accès aux tests, et donc, quand ils seront dans des volumétries considérables, si tu n'es pas professeur d'Elfrécy de plusieurs centaines de milliers par jour, eh bien, comment toutes ces informations sont transmises en temps réel aux personnes concernées pour qu'elles puissent tout de suite prendre les dispositions qui s'imposent. Et puis, deuxième élément, comment elles peuvent être orientées correctement par les pouvoirs publics, par les autorités sanitaires, pour prendre les mesures qui s'imposent aussi et ne pas rester seul, isolé dans ce contexte. Est-ce que je peux rentrer chez moi au risque de contaminer peut-être les membres de mon cercle familial? Est-ce qu'il faut que j'aille ailleurs? Que dois-je faire? Et ça demande, avant du numérique, ça demande d'abord de l'humain et d'abord des gens qui puissent orienter et accompagner. Ensuite, vous avez la question, une fois que je suis malade, comment je vais être suivi sur un plan médical sans que ça sature l'offre de soins. C'est pour ça que, par exemple, à la PHP, il y a une solution qui a été mise en place qui s'appelle Covidom et qui permet une forme de télésurveillance et qui permet au personnel de santé de la PHP d'être en relation continue avec leurs patients qui restent à domicile. Il y a un suivi comme ça. C'était aussi fait, par exemple, je crois, à Bordeaux, avec une application qui s'appelle l'Ange Gardien. Voilà. Et donc, ça veut dire que sur toute la chaîne, on est capable, grâce au numérique, de venir épauler, de venir faire passer à l'échelle les professionnels dans le suivi et l'orientation des concitoyens. Là où il y a un trou dans la raquette, très important, compte tenu des caractéristiques de ce virus, c'est la détection des cas positifs et la détection des cas contacts, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont pu être contaminées pendant la période d'incubation où un cas positif est contagieux et qui ensuite font que le virus se transmet à très grande vitesse. Et donc, l'enjeu là, sans parler du numérique, c'est d'identifier le plus vite possible ces personnes et pouvoir le plus vite possible les accompagner, les orienter pour qu'elles puissent prendre, leur passer la bonne information, pour qu'elles puissent prendre la bonne décision pour elles-mêmes, pour leur famille et pour nous tous. Voilà. Donc, ce qu'on a regardé, c'est que donc cette force sanitaire aujourd'hui, elle ne passe pas à l'échelle de la virulence de ce virus et du nombre de personnes contaminées. Donc, elle peut marcher comme elle a marché sur un lycée dans l'Oise ou sur un village comme Contamine-Montjoie, mais à l'échelle du pays, cette force sanitaire, elle n'existe pas. Il faut la créer, premièrement, ça c'est pas ma partie, et deuxièmement, voir si on peut l'équiper, l'outiller de solutions technologiques comme le numérique pour qu'elles puissent faire correctement leur travail dans les conditions d'échelle requises. Et c'est là que le numérique intervient. Et alors, on a regardé un certain nombre de solutions mises en œuvre dans les pays. Et donc, vous avez à peu près, sur les pays qui ont mis beaucoup de moyens humains et technologiques sur cette question d'identification et d'accompagnement des cas contacts, vous avez des réponses assez différentes d'ailleurs, donc qui ont été mises en place en Corée, par exemple, à Taïwan, en Chine, au Vietnam, en Israël, à Singapour. Beaucoup de pays d'Asie ont mis des mesures en place tout de suite du fait de l'expérience acquise dans le passé avec SARS en 2003 et puis avec le virus en 2008. Et donc, eux, ils ont toute la même stratégie. Voilà. Pas de trou dans la raquette entre le moment où quelqu'un est positif et a pu contaminer et le moment où les personnes sont malades et sont suivies par le système de soins et de santé. Je continue, mais je vous laisse m'interrompre si vous me dites, Monsieur le Président. Non, nous sommes attentifs Très bien. et nous vous voyons progresser vers ce qui fait effectivement l'actualité. Tout à fait.
Alors justement, donc, quand on regarde ce qui a été mis en place dans les pays asiatiques en termes de santé publique et de dispositions de police sanitaire, hein, on pourrait les appeler comme ça, vous avez une palette de réponses où il faut isoler le plus vite possible les personnes, hein, tout simplement. Voilà. Donc par exemple, en Corée, les gens sont confinés à domicile, strictement, en Israël aussi. Au Vietnam, je crois qu'ils sont placés dans des centres de rétention sanitaire, voilà, avec ce que ça implique en termes de privation de liberté, ils ne sont pas placés à domicile, ça dépend des cas. Et donc vous avez la palette d'outils. Alors, ce qu'on a vu, pour entrer dans le vif du sujet, on a vu plusieurs solutions mises en œuvre. Il y a des solutions qui ne demandent pas le consentement aux gens. Voilà. Il y a des solutions qui s'appuient sur le GPS. Il y a des solutions qui s'appuient sur le monitoring extrêmement intrusif du smartphone des individus. Et puis, donc on a vu ces solutions, on a vu leur efficacité. Comment vous dire, à titre personnel, mais je n'étais pas le seul à partager ça. Enfin, les débats, on les connaît. C'est-à-dire, ça nous a paru assez loin de ce qu'on a envie de faire et de ce qu'on sait faire. Et puis surtout, les autorités sanitaires et les chercheurs en épidémiologie qui ont publié des papiers de recherche sur l'importance du traçage de cas contacts via des solutions numériques n'ont jamais abordé ces questions. Voilà. Et notamment, il y a un papier qui fait référence, qui a été publié par une équipe de l'Université d'Oxford, qui n'ont jamais parlé de faire de la géolocalisation, etc. Voilà. Donc le besoin exprimé par les autorités sanitaires sur des outils qui viendraient augmenter l'efficacité opérationnelle des forces sanitaires, elle s'appuyait sur des solutions qu'on n'a pas vues différentes, qu'on a vues dans un seul pays pour l'instant, qui est Singapour. Donc, une solution la plus proportionnée possible, la plus minimaliste, qui s'en tient à la fonctionnalité la plus essentielle pour aider les équipes sanitaires à faire leur travail, qui est de permettre à quelqu'un de savoir qu'il est un cas contact, qu'il a possiblement été contaminé du fait de sa proximité avec un cas devenu positif, et que cette personne puisse, de manière la plus facile et la plus fluide possible, être en relation avec les autorités sanitaires d'accompagnement et d'orientation pour avoir les bons conseils, prendre les bonnes dispositions, être suivi, suivre ses symptômes le cas échéant, et puis ensuite être inséré dans le parcours de soins si c'est nécessaire. Voilà. Et donc, du fait de à la fois de cette recommandation de la communauté des chercheurs en épidémiologie qui modélise en fait l'impact de SARS-CoV-2 et de Covid-19, et de ce qui avait été mis en place à Singapour, on commençait à travailler sur cette hypothèse en lien avec les autorités, même sous le pilotage des autorités de santé. On a été amené à travailler sur ces hypothèses sous le pilotage des autorités de santé. Vous parlez du comité scientifique ? Non, alors pardon, j'aurais dû préciser, effectivement. J'ai aujourd'hui... Je le fais exprès, de poser la question de manière expresse parce qu'il y a une ambiguïté dans votre propos et je tiens quand même à souligner l'exigence d'une indépendance du comité scientifique. Il est là justement pour éclairer les autorités sanitaires. Il n'est pas en quelque sorte le laboratoire d'étude des dispositifs gouvernementaux pour leur mise au point. C'est comme ça que je le comprends. Oui, bien sûr. Moi, si je prends ma casquette de membre du conseil scientifique... Monsieur Wang, vous avez la parole. Merci, pardon. Merci, Monsieur le Président. Oui, si je prends ma casquette de membre du conseil scientifique, j'ai un rôle très mineur au sein du conseil scientifique, évidemment, mais qui est d'éclairer mes collègues sur les capacités numériques, théoriques et pratiques dans le cadre de cette crise pour pouvoir éclairer leurs décisions, qui sont avant tout des décisions fondées sur l'état de la science médicale et épidémiologique. Voilà. Ensuite, j'ai une deuxième casquette. Pardon, Monsieur Wang. Oui. Le professeur Delfraissy veut intervenir et je vous redonne tout de suite la parole pour nous parler de votre deuxième casquette. Oui. Non, juste pour dire que vous savez que le conseil scientifique s'est créé en plusieurs parties, que nous avons eu des entrants, et en particulier avec une nomination suite à la loi
de crise sanitaire, une nomination par le président du Sénat et par le président de l'Assemblée nationale. Et j'ai souhaité finalement pour un comité scientifique, je me suis pas étendu là-dessus, mais il est très pluridisciplinaire, allant du fondamental, de la clinique aux sciences humaines et sociales. Et j'ai souhaité faire rentrer lors de cette nomination possible, à la fois quelqu'un de la société civile, parce que je trouvais que c'était très important qu'on ait quelqu'un de la société civile, et donc ça a été le cas, et en particulier par le président du Sénat, et puis quelqu'un également qui puisse rentrer et qui nous guide dans le numérique, puisqu'on voyait bien que, et Émeric l'a bien rappelé, que sur les différents points du numérique, on était avec des questionnements, et donc on avait besoin de quelqu'un. Et dans le même temps, Émeric vous donnera sa situation, en même temps que je le sollicitais pour être positionné dans le conseil scientifique, le secrétaire d'État au numérique le sollicitait pour une coordination, entre guillemets, d'une réflexion numérique au sein du ministère. Voilà. Émeric, je vous laisse, mais j'ai voulu préciser ça. Monsieur Wang, donc vous avez la parole. Oui, merci. Oui, donc en fait, très concrètement, vers le 18 mars, sans être en contact avec le secrétariat d'État au numérique et le conseil scientifique, quelques jours précédents, j'ai commencé spontanément avec des amis, d'anciens collègues, à titre personnel, à travailler, à regarder ce qui se passait en Corée, à faire une forme d'étude de synthèse. Et j'ai ensuite envoyé ce document de synthèse, notamment sur un modèle coréen, au professeur Delfassi, avec qui j'ai travaillé sur le numérique dans le cadre de mes fonctions passées, et aussi au cabinet, Cédric O. Voilà. Et en fait, de manière concomitante, les deux m'ont proposé de continuer à les éclairer sur ces questions et à regarder ce qui se passait dans un contexte où, à l'époque, toute l'administration était complètement mobilisée sur la crise et sur le court terme, mais on n'était pas du tout encore en train de penser à l'après-confinement, parce que je précise que sur le traçage de contact, ça ne fonctionne sur un plan théorique qu'une fois que l'épidémie est maîtrisée et que le nombre de cas est relativement contenu. Voilà. Et donc, excusez-moi, depuis cette date, pour être tout à fait clair et bien comprendre votre fonction, le travail que vous faites pour le secrétariat d'État, vous le faites sous quel statut, à quel titre? Alors, j'ai été missionné par email le 24 mars par le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre pour continuer les études à titre de personnalité qualifiée bénévole, et puis par une lettre de mission signée par le directeur de cabinet du Premier ministre le 30 mars, qui me missionne à titre de personnalité qualifiée bénévole, comme conseil scientifique, pour éclairer l'État et ses services sur ce qui se passe et coordonner les projets et l'expression de besoins de la communauté scientifique et les projets numériques et les solutions numériques possibles qu'elles émergent de l'écosystème numérique français, privé, public. Voilà. C'est ça ma mission aujourd'hui. Et donc c'est à ce titre que là j'interviens de manière très concrète sur le projet de développement d'une application de traçage de contact qui serait mise à disposition du gouvernement si il décidait de la déployer. Je vous remercie. Donc, Monsieur le Président, le Conseil scientifique est aux premières loges, puisque son membre est également l'un de ceux qui est appelé à configurer l'éventuel système qui serait mis en place. Alors, pouvez-vous aller un peu plus loin, Monsieur Wang, sur la description de ce système? Oui. Donc, aujourd'hui, le projet qui est développé, donc, pour vous refaire la chronologie, en fait, quand j'ai commencé à regarder ces sujets, il s'avère qu'il y avait un projet européen qui avait démarré sur des bases très proches de Singapour, sur quelque chose qui à la fois présentait le potentiel d'une certaine efficacité sanitaire,
et qui en même temps était extrêmement attentif aux questions de respect de la protection des données personnelles, de respect de l'anonymat et d'une proportionnalité dans les technologies qui seraient utilisées. Voilà. Et donc on a commencé à prendre contact avec, j'ai invité l'INRIA à prendre contact avec ce projet, et puis un certain nombre d'acteurs aussi privés qui s'étaient manifestés pour travailler sur ces questions, à prendre contact avec ce projet. Puis en fait, nous sommes arrivés à la conclusion assez rapidement que ce projet avait une pertinence, il pouvait répondre à un certain nombre d'attentes sanitaires, mais aussi des attentes de transparence et de respect d'un certain nombre de libertés fondamentales. Voilà. Et le projet a démarré comme ça, de manière très concrète. Et donc aujourd'hui, vous avez eu des équipes de INRIA qui travaillent avec des équipes d'un institut Fraunhofer en Allemagne et aussi des équipes de l'École politique fédérale de Lausanne, des chercheurs qui travaillent sur un protocole qui serait utilisé pour l'application. Donc si je reviens sur les spécifications telles qu'elles ont été pour l'instant, sur lesquelles on travaille pour l'instant, c'est une application qui n'utilise que le Bluetooth. C'est une application qui ne demande aucune donnée personnelle, voilà, pas d'état civil, même pas le numéro de téléphone pour l'instant. Voilà, c'est pas tranché. Est-ce qu'on a besoin pour les autorités sanitaires de demander le numéro de téléphone? Pas. Et c'est donc une application, ça a été très bien décrit précédemment, mais je vais le répéter. Donc, une application Bluetooth qui est installée sur une base volontaire par les personnes, qui active donc le Bluetooth sur leur téléphone et qui leur permet, dans leur parcours quotidien, d'enregistrer de manière anonyme qui elles ont croisé de manière qualifiée. Et le modèle de santé et de calibrage de cette qualification, il est encore en attente d'indications de la part de la communauté scientifique. Donc il y a une équipe où il y a des personnes, des chercheurs de l'INSERM, de l'Institut Pasteur, de Santé publique France et du ministère de la Santé qui travaillent dessus. Est-ce qu'un cas contact, il faut que les deux personnes aient été à moins de 2 mètres ou à moins de 1 mètre? Est-ce que c'est 5 minutes? Est-ce que c'est 10 minutes? Voilà, donc il y a tout ça à prendre en compte. Avec les réserves, les contraintes que vous avez indiquées tout à l'heure, Monsieur le Président, est-ce que les gens se font dos à dos? Est-ce que certains masquent pas l'autre, etc. Voilà, donc ça, c'est des contraintes parce que les situations ne seront pas équivalentes. Et donc, la personne qui est au travail ou est dans la rue ou est dans les transports en commun ou va faire ses courses, eh bien, le téléphone va enregistrer des identifiants anonymes et tout ça reste sur le téléphone de chacun. Et si à un moment donné, quelqu'un est testé positif et qu'il le déclare dans son application, le protocole prévoit que l'ensemble des identifiants anonymes que cette personne testée positive a croisés soit remonté sur un serveur pour que ce serveur notifie ces personnes. Voilà. Notifie les applications et donc que les personnes qui sont devenues des cas contacts puissent être informées. Voilà. Donc je fais une précision. Ce protocole-là, parce qu'au départ, les Allemands et les Suisses n'avaient pas travaillé sur quelque chose comme ça, et d'ailleurs Google, Apple non plus, ce qui pose question. Le statut de séropositivité de quelqu'un n'est jamais transmis. Personne, donc tout est anonyme, mais en plus ce statut n'est jamais transmis à aucun serveur ni rien. Voilà. Il reste sur le téléphone et ensuite il disparaît le jour où l'application est supprimée. Et elle peut être supprimée à tout moment par l'utilisateur. Voilà. Et donc, parce que ce qui compte sur un plan sanitaire, si j'ai bien compris ce que nous ont dit les médecins et les personnes expertes en la matière, ce qui compte, c'est uniquement que le cas contact soit informé qu'il est potentiellement contaminé pour qu'il puisse suivre ses symptômes, se faire tester et puis prendre les mesures d'isolement qui s'imposent pour stopper la chaîne de transmission du virus. Je vous remercie.
Monsieur Wang, je ne suis pas sûr de bien comprendre ce point, mais c'est par méconnaissance des dispositifs techniques. Vous dites, le statut de séropositivité de la personne n'est jamais transmis. Mais qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'en même temps, la personne, par bienveillance, va alimenter le serveur par une information toute simple, c'est qu'il est porteur du virus et ça déclenche ensuite en chaîne l'information des personnes qui ont été en contact avec le porteur du virus. Donc sa séropositivité est bien remontée sur le serveur, mais vous voulez sans doute dire que son anonymat est préservé, non? Non. Non, absolument. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail vraiment très pertinent des équipes INRIA, parce que ce sont elles qui ont imaginé ce protocole et qui ont ensuite convaincu les Allemands, les autres chercheurs pour ce protocole. Il n'y a pas besoin de transmettre le statut de séropositivité à un serveur pour notifier les personnes qu'il faut notifier. Il suffit de transmettre au serveur les identités anonymes des personnes qu'il faut notifier. Voilà. Je sais que c'est un point un peu difficile à comprendre. Mais qu'est-ce qu'on leur notifie à ces personnes alors? On leur notifie qu'elles ont été en contact qualifié avec quelqu'un qui vient d'être testé positif, et donc elles sont potentiellement elles aussi séropositives si jamais le virus a été transmis à l'occasion de ce contact. Voilà. Elles ne savent pas qui c'est. D'ailleurs, le serveur non plus ne sait pas. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, puisque le GPS ne marche pas. On ne sait rien, à part la seule information qui compte sur un plan sanitaire, qui est que je suis peut-être positif et que pour arrêter, pour me protéger, pour me soigner, pour protéger mes proches et pour protéger les autres, je dois prendre les dispositions qui s'imposent tout de suite pour stopper cette chaîne de transmission extrêmement virulente et rapide du virus. Et donc faire tomber ce fameux R0 à moins de 1. Aucune autre information que le fait d'avoir été en contact pendant une durée qui est prévue par l'application avec une personne qui s'est révélée séropositive. Ni quand, ni où, ni dans quelles conditions, évidemment. Je vous remercie. Non, oui, exactement. Non, mais c'est exactement ça. Ça ne servirait à rien pour le besoin sanitaire qui est de pouvoir permettre à cette personne de prendre les mesures qui s'imposent et puis éventuellement d'être orientée par le système de soins pour savoir quoi faire. Et alors là, je me tourne vers le président du conseil scientifique. La personne qui bénéficie de cette information, c'est une information qui va entraîner quel type de disposition de sa part, de votre point de vue? Alors, juste deux choses pour dire que sur les mesures très générales de sortie du confinement, le Conseil scientifique souhaite qu'il y ait une tentative d'harmonisation européenne, ou en tout cas possi-européenne. Et ce pour une double raison. C'est d'une part que si on doit avoir des approches technologiques, qu'elles soient pas trop différentes d'un pays à un autre. Et deuxièmement, il y a, depuis que début mars, nous distinguons bien ce qui sont des décisions politiques, l'acceptabilité des Français et des citoyens, et la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est la même chose qu'en médecine, entre un médecin qui prescrit, un patient qui accepte le traitement et l'observance plus ou moins grande à ce traitement. Et ce qui compte finalement, c'est le résultat final. C'est bien comment ça va se passer sur le terrain. Et donc il nous paraît que sur ces sujets hautement sensibles, le fait d'avoir une solution partagée, sinon commune, de 2 ou 3 très grands pays européens, avec des cultures qui sont un peu différentes, des visions, des niveaux d'infection qui sont d'ailleurs différents, permettrait probablement pour en particulier nos concitoyens français qui légitimement vont se poser un certain nombre de questions, mais de dire que vous voyez ce qu'on vous propose n'est pas seulement une décision du gouvernement français, mais quelque chose qui a été réfléchi
sur plusieurs États et qui est proposé en même temps aux concitoyens allemands avec des nuances peut-être, hein, ou aux Suisses avec des nuances, puisque vous avez vu que le PFL est également dessus, eh bien nous paraîtrait un moyen finalement d'acceptabilité qui serait plus important que si on faisait uniquement une stratégie à la française, comme on sait faire d'habitude, mais là, de jouer un peu la carte de l'Europe qui, jusqu'à maintenant, au passage d'ailleurs, a été peu au rendez-vous de cette réponse Covid, en tout cas sur les aspects de recherche et sanitaire. Alors ensuite, pour répondre à votre question, cette proposition qui est faite, elle rejoint deux recommandations qui étaient propres, alors cette fois-ci au comité scientifique. Après, moi elle est en jeu, on n'est pas là pour dire il faut prendre telle ou telle proposition, c'est pas l'objet, on est là pour donner des grands principes, hein. Et les grands principes, c'était évidemment ce double volontariat, un volontariat de rentrer l'application ou de ne pas la rentrer, hein, et ensuite un volontariat qui existe là, vous l'avez bien vu, c'est le niveau 2, c'est de transmission du fait qu'on est diagnostiqué positif. Au passage, les mots ont été employés qu'on est séropositif. Non, on est diagnostiqué positif, hein. Restons bien, c'est ça l'enjeu, hein. On est diagnostiqué comme étant positif et ensuite on transmet l'information sur le reste. Quelle est la différence ? Alors la différence, ça rejoint les tests, hein. Il y a deux types de tests. La RT-PCR qui permet que vous pensez avoir des symptômes, on vous fait le prélèvement nasal et on détecte de l'ARN viral, donc on détecte bien du virus, c'est bien un diagnostic virologique, tandis que quand on parle de sérologie, là c'est une prise de sang et on détecte des anticorps, ça veut dire que vous avez été à un moment donné en contact avec le virus, avec les nuances que je vous ai données tout à l'heure, hein. Mais là on parle bien de l'utilisation du test diagnostic de la PCR, de RT-PCR Covid, hein. Et c'est ça, le diagnostic, il ne repose que là-dessus, hein. Et c'est à peu près la capacité qu'on va avoir mi-mai de faire 100 000 tests par jour à peu près en France, avec très large, en s'appuyant à la fois sur le public et sur le privé. Voilà. Alors, Monsieur le Président, je reviens vraiment, pardon de vous poser des questions aussi pratiques, mais pour terminer la description de tous les enchaînements. L'individu, on a détecté la présence du virus. Il utilise son application et l'application va permettre de contacter toutes les personnes qui auront été rencontrées par cet individu un temps suffisant et qui eux-mêmes disposent de l'application, bien entendu. Mais que sera-t-il recommandé à ces personnes de faire quand ils auront reçu cette information ? C'est une très bonne question. Ça montre bien la jonction qu'il doit y avoir entre le numérique et l'humain. Et donc on revient bien à cette notion pour accompagner ça, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs en Corée, et où on ne sera pas tout dans le tout numérique en France, il faut qu'il y ait cette fameuse brigade ou plateforme opérationnelle qui puisse à la fois immédiatement contacter et prendre en compte la personne qui a été détectée comme positive, faire un bilan avec elle, voir si dans quelles conditions elle est prise en charge, si elle nécessite une hospitalisation ou pas, si elle ne nécessite pas d'hospitalisation et les choses ne sont pas encore formalisées, quelle attitude on a ? Est-ce qu'il faut la remettre en famille s'il y a des conditions sociétales qui le permettent, mais avec aussi des points d'interrogation, car on peut, si on la remet en famille, malgré les précautions, malgré l'ensemble des mesures qui peuvent être prises, on peut constituer des foyers familiaux, ou au contraire, faut-il prendre une décision générale, une fois qu'on aura dépisté ces personnes, de les mettre, de les isoler pendant une période de X temps, probablement 2 semaines, dans un hôtel ou dans des structures ad hoc d'isolement des personnes positives. Et la question n'est pas tranchée. Vous imaginez que ce n'est pas seulement la vision ni des scientifiques,
ni la vision uniquement des politiques, mais que les citoyens ont quand même leur mot à dire là-dedans. Hein. Autant les décisions ont été très top-down au début de l'épidémie parce qu'il y avait urgence, autant sur ces questions-là, me semble-t-il, la société civile a son expression. Donc en gros, il y a les deux possibilités. Soit c'est une décision générale de dire ces personnes seront isolées dans des hôtels et sauf circonstances particulières, très particulières, on les laissera chez elles, mais vous voyez bien qu'on va la distinguer avec, selon des moyens financiers ou selon les catégories sociales. Hein, je trouve ça quand même avec un point d'interrogation. Ou bien au contraire, on a une vision qui est plus lâche et qui dit ça se fera au cas par cas et le médecin de famille pourra ou la structure pourra décider. C'est sur la table et nous n'avons pas la réponse. Hein. Et, Monsieur le Président, les personnes qui ont rencontré alors voilà, donc c'est ensuite la deuxième partie de votre question, oui. Sur les personnes qui ont rencontré. Alors là, me semble-t-il, il faut qu'elles soient au courant. 2, il faut qu'elles puissent, cette fois-ci, s'isoler. Et là, me semble-t-il, il faut une très large utilisation des tests. C'est logique. Hein, et pas forcément... ou avec du symptôme. Hein. C'est une vraie question, mais va-t-on être autant, je sens bien qu'on va être capable d'utiliser les tests très largement pour les personnes qui ont des symptômes, les fameux 100 000 tests par jour qui seront disponibles, ou je vous disais même, toute personne qui réclamera un test, pourra, à mon avis, il faut être très large. Hein. La France a raté le testing en février, et il faut qu'on se mette dans des conditions, entre guillemets, mais elle l'a raté parce qu'elle n'avait pas les moyens de le faire, hein, je m'empresse de le dire, mais il n'y avait pas les tests pour le faire. Donc il faut que là, on soit dans des conditions d'utilisation extrêmement larges. Hein. Alors après, faut-il aller, et aurons-nous la capacité de tester très largement les personnes contacts? Pour l'instant, je réserve ma réponse. C'est work in progress. Oui. Vous avez parfaitement expliqué dans votre propos introductif qu'on pourrait avoir la capacité technique de faire peut-être 200 à 300 000 tests, mais vous avez ajouté qu'au moment du déconfinement, on ne serait qu'à 100 000 tests par jour. Alors, nous n'avons pas d'idée du nombre de tests qui seraient réellement nécessaires. Non. Et ni même si, pour une personne qui a rencontré une personne contaminée, il suffira au moment où il reçoit l'information de cette rencontre de faire un test ou s'il ne devra pas en faire un deuxième une semaine plus tard. C'est pour ça que je laisse, je laisse cette question sur la table. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut faire mûrir la réflexion suffisamment vite pour qu'elle soit à maturité, pour que le 11 mai, nous ayons les éléments de la décision? Écoutez, il faut, puisque nous, on est assez clair sur l'avis qui portera sur le déconfinement. Il y a un certain nombre de prérequis qui font que ces prérequis doivent être installés, qui sont des requis à la fois du nombre de tests, de l'outil numérique choisi, de la brigade dont je parlais, et d'une véritable stratégie claire, annoncée à nos concitoyens, et sur des aspects pratico-pratiques, hein, exactement le type de questions que vous posez. Est-ce qu'on a les chambres d'hôtel? Comment on les met? Enfin, l'ensemble de cette déclinaison, qui ne relève pas du comité scientifique, hein, on n'est pas là, on n'est pas du tout opérationnel, on n'en a ni les moyens, mais qui relève, me semble-t-il, plutôt de la mission de Jean Castex, hein, qui est pour mettre ces points, et on est très en lien avec eux, hein, évidemment, c'est bien clair, mais à mon avis, ça doit être très clairement mis sur la table. Et ce qu'on ne saura pas faire, il faudra le dire qu'on ne sait pas faire, et éventuellement, s'il faut retarder de quelques jours parce qu'on n'est pas prêt, il faudra retarder de quelques jours parce qu'on n'est pas prêt. Donc je suis extrêmement clair là-dessus.
Président, je sais que vous avez d'autres obligations. Voilà. Nous allons, s'il le veut bien, garder M. Wang et vous libérer, non sans vous avoir chaleureusement remercié. Mais M. Watheblé ne veut pas vous laisser partir sans avoir posé une question. Peut-être M. Hervé. Non, parce qu'on est loin du volontariat ou pas. Vous avez quand même soulevé pas mal de problèmes. Et surtout de cette brigade en sortie pour la Corée de 20 000 personnes. La Corée, c'est 51 millions d'habitants, oui. La France, 67. Oui. Donc, c'est pas 20 000, que nous France, c'est presque 30 000. Oui, non, mais je citais les 20 000, mais il faut que c'est une brigade qui est peut-être de 30 000 personnes. C'est ce que je pensais. Et qui est organisée, oui. Mais le décalage, si vous voulez, bon, depuis le début, bon, vous l'avez souligné, le virus va vite, très vite. On a raté les masques, 15 jours, 3 semaines. On y est maintenant. On va arriver au test. Tout juste. Tout juste. Et en sortie, vous qui êtes président du comité scientifique, est-ce que vous avez préconisé de façon urgente et en sachant d'avance cette brigade? Parce oui. Et je vais aller plus loin, est-ce qu'il ne faut pas, sortir du confinement, l'obligation du masque, qui est la première protection, comme je vous ai vu arriver, qui serait nécessaire peut-être pour éviter ces contacts, parce qu'il faut revenir à certains basiques. On a toujours un petit décalage de temps entre le masque, les dépistages, le côté opérationnel d'une brigade, et est-ce qu'il ne faudra pas, à un moment donné, devant ce que vous avez exposé avec le risque de ce virus, l'obligation pour se croiser, pendant un temps des confinements, le port du masque obligatoire? On ne contraint pas, si vous voulez, à traquer les gens, mais peut-être que cette démarche-là obligera à éviter de se recontacter trop facilement. Écoutez, on a un avis qui est en cours d'élaboration, donc je ne veux pas... Mais j'ai été très clair, hein, j'ai dit que le démarrage de cet avis, c'était les prérequis pour pouvoir sortir du confinement. Hein. Parmi les prérequis, l'utilisation du masque en est un. Bon. Et en effet, je partage votre analyse, qui est ce virus est très difficile, et soyons tous humbles, hein, moi le premier, hein, devant l'extrême difficulté de donner des éléments de réponse, et c'était pas si facile que ça de prévoir ce qui allait se passer en début février, etc. Donc on peut refaire l'histoire, mais c'était quelque chose de très compliqué. Mais essayons cette fois-ci de ne pas être derrière, ça rejoint votre réflexion, mais d'être, sinon devant, en tout cas d'être en même temps. Hein. Et c'est pour cela que vraiment le prérequis, et moi je suis extrêmement clair, hein, si on n'a pas les prérequis, il faut rester confiné. Hein. Et il faudra rester une semaine de plus confiné, quelles que soient les difficultés sociétales et économiques que je perçois comme tout citoyen, mais pour que ça ne reprenne pas. Hein, il faut se donner les moyens de ses ambitions, les afficher, et les donner très clairement à nos citoyens qui vont parfaitement comprendre ça. Hein. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous vous libérons donc. Et maintenant, je vais redonner la parole soit à M. Watheblé, s'il veut poser des questions à M. Wang, et à M. Hervé, qui ne manquera pas de lui en poser, puis nos collègues qui se sont inscrits. Bonjour, M. Wang. Simplement reprendre un peu ce qu'on avait vu avec la CNIL sur le caractère volontaire du recours à l'application, hein, bien sûr. Donc, comment vous allez procéder pour ce consentement libre et éclairé pour l'information, ce qui sera important, et s'il est possible de voir des contreparties pour les personnes qui utiliseront l'application traçage, hein, surtout. Et puis le professeur a répondu sur la sortie avec le dépistage, puisque apparemment on aura le nombre de tests disponibles en sortie, on parle de 100 000, peut-être un peu plus. Donc voilà mes deux questions, c'est tout. Monsieur Wang, je vais demander à Monsieur Hervé de poser également ces questions et vous répondrez aux deux séries de questions. Monsieur Hervé. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur. Moi j'avais eu plusieurs interrogations. La première, c'est que le cœur de l'information la plus importante, c'est l'information qui est l'information déclenchante, c'est-à-dire j'ai été testé positif au Covid. Je ne suis pas scientifique, donc je ne veux pas faire d'erreur. Mais qui vérifie que cette information est attestée et que la personne sur son terminal qui va déclencher la chose ne le fait pas
à mauvais escient, ou parce qu'elle s'auto-diagnostique elle-même, se disant tiens, j'ai des symptômes qui me font penser à, et du coup je déclenche la chose. Je sais bien que le parallèle est la personne qui est diagnostiquée positive et qui déciderait de ne pas utiliser l'application mais on a bien compris que là ça pose d'autres difficultés en termes de liberté. Je rejoins la question de mon collègue Danny Wattebled sur la question de l'infrastructure de l'Armada et de ce que nous devrions déclencher en termes de suivi. Moi, je viens de la Haute-Savoie, donc c'est le département qui a connu à la fois les contamines de Montjoie et la balme de Sillingy en termes de clusters et qui a fait face et a géré et a contenu ces deux clusters plutôt bien d'ailleurs, mais avec des moyens humains absolument considérable. Donc voilà, c'est ces deux questions, une question sur l'information déclenchante et une question sur l'infrastructure. Je vous remercie. Monsieur Wang. Oui, merci. Alors, pour répondre à vos questions, sur le caractère obligatoire, moi, l'équipe projet n'a pas reçu de demande de la part des pouvoirs publics de travailler sur le caractère obligatoire de l'application. Sur un plan technique, je parle. Donc, aujourd'hui, l'application, sur un plan de spécification technique, elle serait installée librement par chacun. Voilà. Par ailleurs, je n'ai vent d'aucun projet de diriger une obligation réglementaire, un régime d'obligation particulier. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je m'en tiens aux propos publics du secrétaire d'État au numérique et du ministre de la Santé qui ont insisté sur le caractère en tout cas sur le consentement absolu des personnes à décider d'installer ou pas cette application. Voilà. Alors, ça pose des questions en termes d'efficacité, mais voilà. Mais encore une fois, si cette application vient bien en soutien d'une force humaine considérable qui fait ce travail-là, le fait que tout le monde n'ait pas l'application posera des questions d'efficacité de l'application seule, mais c'est l'efficacité globale qu'il faut regarder. Voilà. Sur la question de l'info déclenchante, donc pour l'instant l'expression de besoin. Donc là, je vous parle en transparence de choses qui ne sont pas arbitrées et qui font encore l'objet de réflexion. Juste pour vous dire, le projet il a formellement démarré il y a moins de 10 jours, hein. Donc voilà, dans des délais records et vraiment on avance en marchant. À ce stade, nous travaillons sur une hypothèse qui n'est pas arbitrée, qui est que il y a un contrôle préalable du caractère positif, de la suspicion de positivité de la personne, soit parce qu'il y a un test qui dit qu'elle est positive, soit parce que à la suite d'un échange avec son médecin traitant sur ses symptômes, il est clair qu'elle est probablement positive. Donc il y a un contrôle préalable qui ferait qu'elle ne pourrait déclencher l'alerte sur son application que sous contrôle. Voilà. Et sur un plan technique, l'idée c'est que en fait, ce soit un professionnel de santé, laboratoire ou médecin ou infirmier qui donne un code numérique ou un QR code aux personnes pour qu'elles le rendent dans l'application. Voilà. Merci de ces réponses. Monsieur Hervé, vous vouliez poser une question complémentaire. Ne répondez pas tout de suite, Monsieur Wang, parce qu'ensuite je vais donner successivement la parole à Monsieur Richard, à Monsieur Lecomte, à Monsieur Colomba, à Madame Benbassa, à Monsieur Kérouche et à Monsieur Marc, dans cet ordre. Et donc vous aurez 6 séries de questions en plus de la dernière question de Monsieur Hervé. J'énonce toutes ces interventions pour que les collègues puissent s'y préparer, mais d'abord la parole est à Monsieur Loïc Hervé.
Merci Monsieur le Président. Monsieur, j'avais une question importante, mais qui est une question liée à la souveraineté. Vous nous avez apporté un certain nombre d'informations très précieuses. On aura l'occasion, je pense, de revenir sur ces questions cet après-midi aux questions au gouvernement et demain avec l'audition du ministre de l'Intérieur. C'est une question absolument centrale pour créer les conditions de la confiance. Vous n'ignorez pas que les GAFA sont déjà positionnés sur ces sujets. On en a parlé avec la présidente de la CNIL tout à l'heure. Il s'agisse d'Apple, de Google, d'autres GAFA. Comment est-ce que sur l'hébergement des données, comment est-ce que sur les briques logicielles utiles à la construction de l'application, comment sur un certain nombre de dimensions techniques on garantit à nos compatriotes qu'on est bien sur une application souveraine. Je note qu'il y a une volonté européenne, je la salue évidemment, c'est absolument fondamental, mais comment est-ce qu'on garantit à nos compatriotes qu'on est bien dans une application conforme au RGPD et qui garantit les libertés individuelles, comme c'est une exigence que le Parlement vraiment vous demande d'avoir. Richard, s'il est bien avec nous. Oui. Donc, j'ai mon micro, voilà ma caméra. Nous vous entendons, Monsieur Richard, et nous vous saluons. D'accord, mais j'essaie de mettre en route ma caméra sur la petite... Oui, nous ne vous voyons pas, mais nous vous entendons. Vous pouvez poser votre question. Alors, ma question est, pour aujourd'hui, hors sujet, et j'aurais de loin préféré faire cet avis au président professeur Delfraissy. Mais dans la loi, qui prévoit une des étapes importantes du retour à la normale, à savoir la poursuite de la vie des collectivités locales. Nous avons, sous le terme « un rapport » avant le 23 mai, en réalité deux questions très différentes. D'une part, on demandera avant cette date au comité scientifique de porter une appréciation et d'énoncer éventuellement des précautions sur la possibilité d'appeler les électeurs aux urnes dans un grand nombre de communes, dont des communes peuplées avec donc des bureaux de vote, avec un rassemblement de personnes. Et à la même date, mais à mon avis dans un autre rapport, et c'est sur ce point-là que je voudrais émettre un post-it pour le comité scientifique, et je dirai la même chose au gouvernement demain, vous devez porter une appréciation et énoncer les précautions pour savoir si on peut, dans des salles avec une beaucoup plus grande maîtrise des risques de transmission, réunir, au moins pour une fraction, les conseils municipaux pour installer les communes, les autorités communales et mettre fin à la situation de dualité entre des équipes qui ne sont plus en fonction, qui sont maintenues en fonction, et les équipes élues. Donc le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il y a bien en réalité deux objets distincts avec des enjeux sanitaires qui, à première vue, me paraissent très différents quantitativement. Quand vous parliez de passage à l'échelle, on est exactement sur ce sujet-là, de manière que le conseil scientifique se prononce avec la plus grande clarté sur la faisabilité d'une opération et de l'autre, alors qu'elles sont bien différentes. Merci. Je vous remercie, chers collègues. C'est une question en effet très importante. Je ne suis pas sûr que M. Wang pourra y répondre, mais c'est un message. Nous nous ferons, nous aussi, porteurs directement auprès du professeur Delfraissy de cette attente que le Conseil scientifique se prononce spécifiquement sur les conditions sanitaires requises pour que les conseils municipaux puissent élire les maires et les adjoints, et pas seulement sur la question du second tour des élections municipales. Ce sont bien en effet des questions tout à fait distinctes. Monsieur Lecomte. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, je voudrais saluer ce que le professeur Delfraissy a dit sur la nécessaire réponse européenne. Mais justement, de ce point de vue-là, je suis assez mal à l'aise parce que lorsqu'on regarde la situation de l'Allemagne par rapport à la situation française, on a un nombre de cas confirmés qui est très proche. Par contre, on a
des conséquences en termes de décès qui sont 4 à 5 fois plus importantes en France, compte tenu des difficultés qu'on a eues à mettre en place un certain nombre de moyens en termes de protection et de moyens sanitaires. Et c'est donc particulièrement préoccupant de devoir aujourd'hui discuter d'une application qui limiterait la liberté des Français parce qu'il y a un manque de protection. Alors je voudrais d'abord, monsieur, vous poser la question, est-ce que l'Allemagne, qui est particulièrement sensible aux questions de données personnelles et qui n'a pas, parce qu'elle a des moyens sanitaires différents des nôtres, réussi le passage finalement de ce début de crise, est-ce que l'Allemagne fait partie des pays européens qui travaillent sur ce type d'application? La deuxième chose, c'est compte tenu de ce qui a été dit en particulier par le professeur sur les personnes fragiles, est-ce que ça exigera que nous mettions en place dès maintenant et pour longtemps une politique différente d'accueil des qui aujourd'hui sont dans des situations particulièrement délicates, mais aussi sanitairement parlant. Enfin, spécifiquement sur l'application qui est envisagée, je n'ai pas très bien compris de la question de la CNIL tout à l'heure. Parce que si on parle de Bluetooth, on parle d'appareil téléphonique. On ne parle pas de numéro de téléphone. On parle d'un dispositif Bluetooth en tant que tel. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est ça suffit pas, ou est-ce qu'il faut à chaque fois, finalement, ce sera l'appareil qui sera identifié et pas le numéro de téléphone, parce que finalement, on peut aussi imaginer des situations où des structures qui voudraient garantir une certaine sécurité sanitaire mettent en place des dispositifs Bluetooth à leur entrée ou à l'intérieur d'espaces. Donc, en fait, de la géolocalisation parce qu'on sait où elles seront. Ce ne sera pas des téléphones portés par des gens, mais installés à des endroits précis. Et lorsqu'on couple ça à d'autres systèmes, et en particulier à des systèmes de vidéosurveillance ou autres, finalement, on arrive à des systèmes qui peuvent être particulièrement intrusifs en termes de liberté individuelle et de suivi. Donc, je voudrais savoir si vous êtes capable d'assurer un certain nombre de garanties sur ces sujets-là. Voilà, merci. Merci, cher collègue. Monsieur Colomba. J'aurais deux questions à poser. La première concerne un point qui, étrangement d'ailleurs, n'a pas été vraiment évoqué dans notre conversation, dans nos échanges, c'est le problème du traitement. Alors, si on s'en tient à ce qui se dit dans les médias, ça va de il n'y a pas de traitement, c'est un virus, donc ça ne se soigne pas. À l'inverse, on sait, on peut, sous certaines conditions, surtout si on commence assez tôt, avoir des résultats intéressants. Ma question est la suivante, est-ce que le conseil scientifique a fait une expertise des traitements en cours, parce qu'on s'aperçoit à lire les témoignages que selon les établissements hospitaliers, il y a des pratiques de fait qui sont différentes, ou est-ce que, ma foi, tout le monde fait ce qu'il peut dans son coin? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, après l'exposé très rassurant sur ce qui n'a pas été fait depuis, ce qui nous reste à faire pour sortir du confinement, ma question c'est la suivante. Depuis qu'on sait qu'il y a quand même un risque de pandémie, c'est-à-dire mois de novembre de l'année dernière, et le mois de mars, où apparemment donc on a décidé le confinement, qu'est-ce qu'on a fait dans notre pays? Qu'est-ce qu'on a fait qui précisément semble, si on s'en tient à ce qui nous a été dit, tout quasiment reste à faire. Est-ce que, je ne sais pas, comment vous voyez ça? Qu'est-ce qui a été fait dans ces 4 mois, 5 mois qui nous a séparés du moment où, disons, les gens informés savaient qu'il y avait un risque sérieux? Mon cher collègue, j'en ai terminé. Nous transmettrons toutes vos questions au professeur Delfraissy, mais peut-être n'avez-vous pas été en lien avec nous quand il a dû nous quitter. Le professeur Delfraissy n'est plus là. Si, je suis
en lien avec vous depuis le début. Ah, très bien. Strictement rien manqué. Bon. Et c'est pour ça Alors, que j'aimerais bien je pense que Monsieur avoir Wang, une réponse, s'il le Monsieur le souhaite, Président. Monsieur Wang, s'il le souhaite, depuis 15 jours qu'il participe aux travaux du Conseil scientifique, vous apportera des éléments de réponse, mais je pense que ces questions très importantes que vous posez, c'est des questions essentielles. C'est plutôt directement le professeur Delfraissy qui aurait pu nous apporter des réponses. Et donc, si Monsieur Wang ne peut pas répondre, nous les lui transmettrons en lui demandant de bien vouloir nous éclairer par mail ou par tout moyen pour compléter notre information. Je donne maintenant la parole à Madame Benbassa. Oui, voilà. Écoutez, je voudrais poser une question à Monsieur Wang. Quelle serait, d'après vous, l'efficacité de cette application dans notre pays où nous manquons de masques, de tests et de médicaments? Deuxièmement, je vais réitérer une question-remarque que j'ai faite à la présidente du CNIL. D'abord, si les personnes si nos citoyens n'ont pas confiance dans le système en général, et ne craignez-vous pas que les potentiels malades soient incités à cacher leurs symptômes au service de santé par peur de conséquences négatives? Et deuxièmement, si cette application fonctionne, se met en marche, est-ce qu'on ne devrait pas également mettre en place une pédagogie pour que les personnes qui utilisent volontairement cette application ne pensent pas que cette application est suffisante et qu'elles n'ont plus besoin, n'est-ce pas, d'appliquer les gestes barrières qui sont très importantes, ou le port du masque, etc. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, de vos questions et de votre concision. Monsieur Kerrouche. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense en effet, Monsieur le Président, que comme Alain Richard, il faudra peut-être auditionner le professeur Delfraissy sur un périmètre plus large que celui qui est uniquement celui sur lequel on s'interroge ce matin. Oui, chers collègues, par je vais ailleurs, me permettre de vous interrompre un instant. La commission des lois n'étant pas en charge des questions de sécurité sanitaire proprement dites, il était indispensable, par respect pour le travail de suivi que fait la commission des affaires sociales sur ces aspects, que nous entendions M. Delfraissy sur des questions qui sont directement de notre compétence. Ça ne veut pas dire que les autres questions soient moins importantes, au contraire, souvent elles le sont davantage encore. Mais je vous laisse la parole. Je l'entends, Monsieur le Président, mais les questions sanitaires viennent parfois heurter les questions politiques. C'est vrai notamment dans le cadre des élections. Ceci étant, ma question n'est pas celle-là pour Monsieur Wang. Dans l'avis, Monsieur Wang, du 2 avril, vous avez expliqué qu'il y avait une nouvelle doctrine des tests qui devait être élaborée. Et vous proposez un nouveau déploiement opérationnel des tests en fonction des publics, en indiquant que cela permettra justement de tester et éventuellement de valider les stratégies innovantes et le rendu des résultats et le contact tracing. Alors, sur cette fameuse application de traçage, mes questions sont relativement simples. D'abord, est-ce que une telle activité, une telle application est vraiment réaliste? À combien estimez-vous le déploiement nécessaire de cette application pour qu'elle ait réellement un effet dans la population par rapport à la pandémie? Combien de pourcentage de déploiement sont-ils nécessaires, sachant que toute la population ne dispose pas d'un smartphone, d'une part, et que, par ailleurs, il y a une fracture numérique dans l'utilisation, d'autre part. Et enfin, j'ai pu mettre en lumière avec d'autres collègues chercheurs que, justement, du fait même de l'existence de cette application de tracking, il y aura des stratégies d'évitement qui vont se mettre en place. Comment comptez-vous y répondre? Et enfin, une question très technique. Est-ce que vous pouvez nous assurer que, puisqu'on utilise la technologie Bluetooth du portable, à aucun moment, l'IMEI, donc j'allais dire l'identifiant unique du téléphone, n'est communiqué d'une quelconque façon que ce soit? Je vous remercie.
Merci beaucoup, chers collègues, de cet ensemble de questions. Monsieur Alain Marc, enfin. Président, est-ce que vous m'entendez? Oui, chers collègues, nous vous entendons, mais nous ne vous voyons pas. Vous n'avez pas mis de caméra. D'accord. Je voudrais savoir, cher Président, et ma question est à destination de M. Wang, si on dispose d'ores et déjà de statistiques ou du moins d'une évaluation concernant la fiabilité de l'évaluation en ligne que certaines personnes font pour savoir si leurs symptômes correspondent à ceux du Covid, et de l'orientation ultérieure qui est donnée à ce test numérique, allais-je dire. Ensuite, pour ce qui concerne l'application volontaire du suivi des gens contaminés et des gens qui ont été en contact avec ces derniers et qui ont eux-mêmes l'application, quelle est la temporalité prévue de l'annonce de ce contact? Est-ce en direct ou y a-t-il un délai pour que cette annonce soit réalisée? Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur Wang, je vous rends la parole pour répondre à toutes ces questions, du moins celles d'entre elles qui sont de votre ressort. Merci, Monsieur le Président. Oui, donc à titre liminaire, je vais m'excuser auprès de ceux qui ont posé des questions que moi, en tant que citoyen, je considère comme très légitimes et sur lesquelles je ne peux pas répondre parce que je sortirais de mon couloir du numérique et ça n'aiderait vraiment personne. Donc je vous renvoie à d'autres échanges ultérieurs avec les personnes compétentes sur ces sujets. En revanche, ce que je peux vous dire sur l'application. Aujourd'hui, le scénario sur lequel on travaille avec cette application, il ne fonctionne que dans un certain nombre avec un certain nombre de prérequis. L'accès aux tests, une situation de confinement allégé où il y a un respect des gestes barrières, et notamment le premier d'entre eux, le plus essentiel si j'ai bien compris, en tant que citoyen, de rester à 2 mètres les uns des autres, voilà, en dehors de son cercle familial. Donc on travaille dans ces conditions-là, et donc si 2 personnes étaient amenées par extraordinaire à ne pas respecter les gestes barrières et à ne pas respecter cette distance, si elles ont toutes les deux l'application, ça permettra de le garder en mémoire et donc de passer l'information nécessaire si l'une des deux est diagnostiquée positive. Mais encore une fois, donc cette application telle que là aujourd'hui on la dessine et on la développe, elle n'a de sens que dans le cadre du respect absolu des gestes barrières et de la distance. Voilà. Sur les garanties, vous posez un certain nombre de questions sur les garanties en termes de respect de la vie privée. Est-ce que l'IMEI va être communiqué? Est-ce que le Bluetooth là, va être utilisé dans certains lieux, etc. Alors, je vais vous faire une réponse. La seule manière pour moi de vérifier que ces garanties puissent être vérifiées, ce n'est certainement pas ni sur ma bonne parole ou la bonne parole de n'importe qui dans le projet. Là, pour moi, ce qui permet d'assurer la garantie, c'est la transparence sur le code source et sur les spécifications de cette application. Et donc, la recommandation que j'ai pu faire et qui a été reprise par le gouvernement, c'est que cette application soit open source et que le code source soit publié et à disposition de tout le monde et de tous ceux qui pourront comme ça exercer un rôle très important dans une démocratie comme la nôtre, qui est de vérifier ce que ça fait. Et je pense qu'une application d'une telle sensibilité et avec un caractère aussi inédit, en aucun cas ne pourra être une application sans ouverture du code, sans accès transparent au code par des tiers de confiance, et verrouillé par une solution, par la propriété intellectuelle propriétaire. Voilà. C'est pour ça que dès le départ, le pari qui a été fait, c'était de faire ça dans le cadre d'un projet de recherche ouverte et appliquée. Voilà. La science du numérique qui répond à la science de l'épidémiologie dans des conditions d'ouverture et de transparence qui sont les valeurs et le fonctionnement propre à la science aujourd'hui dans nos démocraties. Voilà. Ensuite, sur les questions de souveraineté, et ça fait une transition intéressante, je pense, nous avons été informés par Google et Apple vendredi soir de la solution qu'ils comptaient proposer.
Donc, je n'ai pas de jugement de valeur à faire sur l'intention de ces deux acteurs pour contribuer à la résolution d'une crise telle que nous la vivons. Et si j'ai bien compris ce qu'ils comptent proposer, mais pas tout de suite, hein, on parle de mi-mai en termes de disponibilité, hein, et puis après il faut faire des développements, c'est une solution clé en main, entièrement packagée, où les autorités sanitaires qui en auraient besoin n'auraient plus qu'à récupérer leur outil, à mettre leur logo, je caricature un peu mais à peine, à mettre quelques écrans pour faciliter la navigation par ceux qui l'utiliseront, et puis c'est bon, et puis ça marche. Donc ça veut dire que sur un plan technique, Google et Apple définissent eux-mêmes le modèle sanitaire de qu'est-ce qui fait que deux contacts sont qualifiés, définissent eux-mêmes, gardent les ID, les identifiants, tout le protocole c'est le leur. Je ne sais même pas s'ils ont prévu de mettre le code en open source. Voilà. Bon, ça, moi, à titre personnel, je pense que ça pose d'énormes enjeux de souveraineté numérique. Ça fait écho à des préoccupations que sur lesquelles j'ai pu travailler dans les fonctions précédentes au sein de l'État, qui est en fait la capacité des pouvoirs publics à savoir avoir une forme de régulation sur ces acteurs et à ne pas être dépendants. Voilà. Donc après, on fera ce qu'on pourra, et si on ne peut pas faire autrement, parce qu'on a quand même besoin de Google et Apple, et donc pour l'instant, on est vraiment dans une logique de collaboration, de participation et de négociation avec eux pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités sur ces terminaux qui permettent à l'État, de manière souveraine, aux autorités sanitaires publiques nationales, dans une coordination européenne, de pouvoir décider en toute souveraineté de ce qu'elles souhaitent proposer à leurs concitoyens. Donc on a encore ces négociations. Si ces négociations n'aboutissaient pas et que nous n'aurions pas d'autre choix que de reprendre la solution clé en main de Google Apple, voilà, je pense qu'il y aura des arbitrages et des priorités à établir, mais que cela devra tous nous interroger collectivement, et en premier lieu la représentation nationale sur ce que cela signifie en termes d'indépendance et de souveraineté sur ces questions numériques qui dépassent vraiment très largement la simple possibilité d'outils numériques qui nous facilitent la vie. Et donc, souveraineté, ça veut dire, pour répondre à vos questions, monsieur le sénateur, très précis sur les différentes briques, donc briques open source, hébergement, s'il le faut, sur des serveurs État ou pilotés par l'État, enfin sous contrôle et sous auditabilité de l'État, ce qui serait impossible avec une solution Google Apple, puisque c'est a priori sur leur serveur. Voilà. Excusez-moi, comme il y avait beaucoup de questions, je reprends mes notes. Oui, Mme Bassa, sur la pédagogie, vous avez raison, il va falloir faire beaucoup de pédagogie sur cette application, vraiment beaucoup. Je ne suis pas sûr que la communication gouvernementale y suffira. Je pense que si chacun même quand on vient du numérique, cette application, la manière dont elle fonctionne, les questions qu'elle soulève, etc., tout ça demande à tout le monde, y compris des gens qui sont experts, de passer un peu de temps dessus. Voilà. Donc, donc ça va être un effort de pédagogie immense, et aussi une question de confiance. C'est pour ça que les questions de transparence et d'ouverture, d'auditabilité, etc., sont très importantes. Et puis aussi ne pas oublier pour ce à quoi elle doit servir. Elle sert uniquement sur un plan sanitaire, parce que ce sont les scientifiques et ceux qui sont en responsabilité et en expertise de ces questions qui le prescrivent, sous le contrôle évidemment des pouvoirs publics et de la représentation nationale. Voilà. Alors, sur les questions d'inclusion, j'y reviens. Moi, je pense, pour être très concret, que même si cette application, prenons un village en Haute-Savoie, par exemple, de 200, 300, 400 habitants, où finalement, assez peu de gens l'auraient installé, pour plein de raisons, soit parce qu'ils sont en incapacité de l'installer, ils n'ont pas de smartphone, ou ils ne comprennent rien, ils n'ont pas confiance, et c'est leur choix, et que quelques personnes seulement l'auraient installé, notamment peut-être les plus connectés, ceux qui se déplacent tous les jours, qui vont travailler en dehors de leur village, voilà. Le simple fait que ces personnes-là, imaginez par exemple, je vais essayer d'être très concret, on réfléchit ensemble. Si un habitant de ce village a passé sa journée
dans la grande ville à côté à travailler, etc. Il a respecté les gestes barrières. Puis malencontreusement, il a eu un contact trop prolongé, il a subi un contact trop prolongé avec quelqu'un. Voilà. Et il revient dans son village. Il poursuit sa vie. Et puis pareil, au sein du village, les gestes barrières ne sont pas forcément très bien respectés et les gens ne peuvent pas s'empêcher de se saluer et d'un peu trop près, etc. Bon. Imaginons que 3 jours après, en fait, la personne avec qui ce villageois avait été en contact est testée positive. Lui le saura. Lui pourra appeler les autorités sanitaires ou son médecin et le prévenir. Et les autorités sanitaires, dans le respect de l'anonymat de ce patient, de cette personne, pourront savoir que dans ce village, il y a quelqu'un qui est un cas contact et qui est peut-être positif et qui a lui-même contaminé tout le monde. Donc même si les autres n'ont pas de smartphone, ça permettra quand même à cette force sanitaire, à des équipes très mobiles, très agiles, d'intervenir et d'être extrêmement vigilantes, voire de venir faire des enquêtes manuelles en disant qui vous avez croisé, est-ce que vous avez parlé à ce monsieur, etc. Voilà. Et là, on fait le travail. Alors à un moment, oui, tout n'est pas anonyme. Hein. Je ne parle pas de l'application, mais je parle de travail d'enquêteur sur le terrain. Et à un moment, il faut bien que les gens parlent. Sinon, il ne se passe rien. Si personne ne dit rien, on ne peut rien faire. Mais ce que je veux dire, c'est que mon message, là, c'est de dire que, oui, de mon point de vue, l'application, elle peut avoir un sens, notamment en zone rurale ou dans des zones où on peut faire un travail à la main. Voilà. Oui, mais je reviens sur un problème que nous avons déjà abordé avec vous-même et le professeur Delfrécy, qui évaluait tout à l'heure à 10 à 15 000 contaminations par jour à la mi-mai. Vous imaginez cette opération que vous venez de décrire, reproduite 10 à 15 000 fois en France ? On a évoqué aussi tout à l'heure les effectifs qui ont été mobilisés en Corée du Sud et ce qu'il faudrait mobiliser en France pour faire la même chose qu'en Corée du Sud. On mesure en vous écoutant qu'effectivement, même dans le cas de ce village, l'application peut avoir un intérêt, mais il faut que les moyens suivent. Alors complètement. De toute façon, moi aujourd'hui, les équipes projet travaillent sous hypothèse que les moyens suivent. Il n'y aura pas de miracle avec cette application. Il n'y aura pas de miracle technologique. Elle ne résoudra pas la crise en elle-même. Si derrière, il n'y a pas les moyens qui suivent, il n'y a pas l'accès aux tests, il n'y a pas le respect des gestes barrières. Oui, on voit se dessiner un intérêt individuel plus qu'un intérêt collectif. Oui, enfin les deux. L'intérêt, s'il n'y a pas les moyens, l'intérêt individuel subsiste. Je suis informé que j'ai été en contact avec une personne contaminée. Je prends des précautions pour moi-même et ma famille. Je me fais dépister. Voilà, ça c'est un exemple d'utilisation individuelle. Mais la protection du village et de la communauté, c'est une autre affaire. Tout à fait. Tout à fait. Après, on pourrait... la technologie est disponible pour concevoir des choses qui vont beaucoup plus loin. Hein, beaucoup plus loin. Voilà. Moi, je crois que nous n'avons pas envie d'aller sur ce terrain-là. Tout à moi, à titre personnel, je n'ai pas envie d'y aller. Est-ce qu'on peut concevoir qui permettent d'aller beaucoup plus loin ? Vous avez d'ailleurs, j'ai reçu beaucoup de projets extrêmement créatifs qui faisaient assez peu de cas de RGPD et même de nos pratiques et de nos valeurs, où à la fois sur un plan sanitaire, mais aussi sur un plan de police administrative, on pouvait se servir du numérique pour à peu près tout, le passeport d'immunité, géolocaliser les gens, savoir s'ils ont installé l'application, savoir s'ils ont activé ou pas le Bluetooth. Enfin, énormément de technologies qui sont à disposition pour faire réaliser un quadrillage extrêmement parfait. Bien sûr. Mais je comprends ça. Mais même en dehors de la crise, voilà. Donc aujourd'hui, la question c'est pas de quoi est capable la technologie, c'est quelles limites nous sur un plan démocratique en termes de valeurs au sein de l'Europe nous mettons dans nos différents arbitrages. Voilà, c'est tout. Je vous remercie. Vous avez d'autres compléments à nous apporter par rapport aux questions posées ou vous avez terminé dans votre réponse ? Écoutez, non, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Ah oui, il y avait une question sur la temporalité, pardon, qui était la dernière question. Puis il y avait aussi une question sur l'évaluation en ligne et le questionnaire. Bon, sur la question de la pertinence de l'évaluation en ligne, je n'ai pas de réponse, mais je sais que les épidémiologistes à Pasteur,
dans les hôpitaux, ça leur sert. Voilà. En respect évidemment de l'anonymat, mais ça leur sert à collecter des données épidémiologiques et à comprendre un peu mieux comment ce virus fonctionne. Pour revenir sur l'application, sur la temporalité, pour l'instant, ce qui est envisagé, c'est que dès qu'un cas est diagnostiqué positif et en tout cas déclenche de là où il est l'alerte sur son téléphone, de manière instantanée, en temps réel, tous les cas contacts qu'il faut notifier seront notifiés. Voilà. Il n'est pas prévu de délai puisque justement l'enjeu c'est une course de vitesse. Oui, si je comprends bien, l'information est instantanée à partir du moment où la personne contaminée la livre sur l'application. Tout à fait. Oui. Mais ça peut venir 3 jours, 6 jours, 15 jours après la rencontre. Absolument. Oui. Oui. Alors, en fait, il faut probablement, il faut prendre en compte un historique de 14 jours, voire plus. Ça, c'est pas moi de le dire. Mais ça, c'est dans la configuration de l'application que ce sera décidé, si l'application voit le jour. Tout à fait. C'est l'historique qui correspond à la période d'incubation et donc à la possibilité d'avoir été contagieux et donc de contaminer. Et puis ensuite, les données, l'historique qui peut être détruit. Il n'y a aucune raison objective de le garder. Très bien, je vous remercie beaucoup. Chers collègues, avez-vous d'ultimes questions? Je n'en vois pas venir. Eh bien, Monsieur Wang, merci de vos réponses, de votre contribution, à ce que la représentation nationale soit éclairée sur le sujet, mais ça n'est pas terminé. La séance est levée. Merci à tous. Le Conseil scientifique a donc été auditionné par la Commission des lois du Sénat, notamment sur les mesures de traçage numérique censées enrayer cette épidémie de coronavirus. Notez que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite un débat au Parlement sur cette question avant le lundi 11 mai, date de la fin du confinement au sens strict. Voilà, c'est la fin de cette émission. Si vous souhaitez continuer à vous informer sur cette crise sanitaire, vous pouvez aller sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.